Vous savez que les militaires ne font pas de politique. S'ils interviennent, c'est parce que les civils n'ont pas pu gérer sainement les affaires de l'État. Et alors, appelés par le peuple, ils sont obligés d'intervenir pour remettre de l'ordre dans le pays. Il aurait fallu encore nous préparer, nous n'étions pas préparés pour devenir indépendants. Et lorsque nous sommes devenus indépendants, les chefs, les civils qui ont fait leur preuve dans l'armée, dans l'Assemblée nationale française, ont cru que leur jour était venu. Ils voulaient coûte que coûte s'ériger en potentat. Et cela les a obligés à former des partis qui ne pouvaient pas s'entendre pour mener sainement les affaires du pays. Je crois que le parti unique est un mal pour toute l'Afrique, parce que nous ne sommes pas encore totalement rodés. Il fallait que nous essayions le parti unique pour arriver à nous mettre d'accord sur un certain programme et à faire quelque chose de bien pour notre pays. Vous savez, depuis que je suis là, je ne demande qu'une chose, que les choses s'arrangent rapidement, que les civils reviennent et que nous rentrions dans nos casernes pour recommencer notre train-train. Si le pays veut que les militaires restent au pouvoir, nous y resterons le temps qu'il faut pour remettre un peu d'ordre dans le pays et asseoir les institutions républicaines que nous voulons et calmer toutes les passions. Parce qu'actuellement, les passions ne sont pas apaisées. Ils croient, ces partis civils croient qu'ils vont revenir au pouvoir d'ici 3 mois, 6 mois, alors que nous ne voulons pas de cela. Nous voulons quelque chose qui soit vraiment pour la nation. Je crois que les civils, entre eux-mêmes, ne s'entendent pas. S'il n'y avait pas la force armée, ce serait des coups de couteau, des coups de poignard, des coups de matraque, et puis vers le chaos total. Alors l'Afrique ne se reconnaîtrait plus en ce moment-là. Une instabilité politique chronique caractérisera le Dahomey jusqu'au régime du président Mathieu Kérékou. Le 26 octobre 1972, le jeune commandant prend le pouvoir et établit un gouvernement militaire révolutionnaire. C'est-à-dire ce que nous reprochons, c'est le système. Le Dahomey ne peut pas avoir 3 présidents. La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais elle n'a qu'un président. Alors qu'au Dahomey, on a à peine 3 millions, 3 présidents, c'est trop. Nous sommes assez pauvres pour avoir 3 chefs. Donc ces 3 présidents ne se reposaient sur rien d'abord. Et le peuple a apprécié l'action que nous avions menée. C'est terminé. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le redressement économique de notre pays. Le 30 novembre 1975, le pays devient la République populaire du Bénin. Il adhère au marxisme-léninisme. Le parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, est créé. En février 1990, une conférence nationale abroge la Constitution et met en place de nouvelles institutions pour une période transitoire. Le Premier ministre nommé par la conférence nationale, Nicéphore Soglo, administrateur de la Banque mondiale, est chargé de conduire le gouvernement de la période transitoire. Ce gouvernement a pour mission de mettre en œuvre les principales mesures devant conduire à l'adoption d'une nouvelle constitution et à l'organisation des élections générales, d'où la naissance de la constitution de la République du Bénin. À la suite des élections présidentielles de mars 1991, Nicéphore Dieudonné Soglo triomphe de Mathieu Kérékou. Il devient ainsi président de la République du Bénin. Mais en 1996, il dut céder son fauteuil présidentiel à Mathieu Kérékou au terme des élections présidentielles. 5 ans plus tard, les Béninois accordent à nouveau leur confiance au général Mathieu Kérékou. En 2006, en l'absence de Mathieu Kérékou et de Nicéphore Soglo, le jeu politique devient plus ouvert. Au terme des élections présidentielles de mars 2006, Thomas Boniaï, ancien directeur de la Banque ouest-africaine de développement, est élu président du Bénin et de nouveau en mars 2011. Il place sa gouvernance sous le signe du changement. Boniaï tente d'imposer contre la volonté de sa famille politique les Foscori pour un Bénin émergent FCBE, un dauphin, le franco-béninois, Lionel Zinsou, un banquier d'affaires. Il est battu à l'élection présidentielle du 20 mars 2016 par son ex-bras financier et allié, l'homme d'affaires Patrice Talon. Ce dernier accède au pouvoir le 6 avril 2016, puis réélu en 2021. J'ai souhaité que le programme d'action du gouvernement porte un nom qui symbolise notre démarche. Ce nom, c'est le Bénin
révélé. Bénin révélé qui marque un nouveau départ de la vie socio-économique et politique du pays. Le président Talon se démarque cependant de tous les régimes précédents par des réformes. Lesquelles réformes s'observent dans tous les secteurs de développement du Bénin. Le président qui est là veille à ce que le Bénin grandisse et devienne, et pour que chacun de nous soit fier de se sentir béninois. Comme le Bénin, plusieurs d'autres pays d'Afrique ont accédé à la souveraineté internationale en 1960. L'indépendance n'était pas un cadeau. Ce n'est pas un événement fortuit. Ce n'est pas un événement fortuit parce que ça répond à certaines lois de l'histoire. Les hommes veulent la liberté, la justice sociale et le progrès. Les peuples veulent la liberté, les nations veulent la souveraineté. Cette disposition de l'humain fait que aucun peuple n'accepte d'être coiffé chez lui par un autre. Donc, ça dit, l'indépendance n'est pas fortuite. Cette loi de l'évolution sociale fait que les peuples luttent, ils n'acceptent pas. Le nôtre aussi s'est engagé dans cette voie et c'est pourquoi on a dit, nous sommes un pays de résistants. Et nous le resterons pendant longtemps. Bon. Donc, l'indépendance n'était pas un cadre. Mais ce qui a favorisé le changement dans le statut des colonies et nous a conduit jusqu'à l'indépendance, c'est, j'ai dit tout à l'heure, il y a la résistance des luttes du peuple. Mais il y a aussi le changement du contexte international. C'était un jour de fête pour les gens qui connaissaient un peu la vie du pays. Et quand on dit indépendance, ça signifie beaucoup de choses. Chez les Togolais, en Mina, ils disent ablodé. Hein? Ablodé. Ablodé Badja. Hein? Le monde s'ouvre à nous. À nouveau, nous devenons nous-mêmes. Donc, c'est avec beaucoup d'espoir que les populations de toutes les colonies ont accueilli cette indépendance-là, même si, à y regarder de près, nous disons que c'est une indépendance octroyée et viciée. Parce que nous ne prenions pas en main toute notre souveraineté. N'est-ce pas? Bon, mais quand même, c'était une étape sentie par le peuple comme l'avènement de l'ère où nous pouvions nous gouverner nous-mêmes. L'image que je retiens et que vous pouvez retrouver dans les archives de supports papier ou photographiques, c'est la déclaration de l'indépendance prononcée par le président Hubert Maga. Le président Hubert Maga, qui était en ce moment-là, de 58 à 60, le premier ministre, et qui, après l'indépendance, deviendra le premier président de la République. Vous le verrez sur les photos, entouré du gouvernement de ce moment-là. Et bon, donc la plupart des cadres, vous verrez l'écho sur nous, les élèves dans le pays, à travers l'hymne national qui a été rédigé, mis en musique et que nous chantions. Depuis 64 ans, nous avons fait des bons majeurs dans plusieurs domaines depuis 2016. Bons que nous n'avons pas réalisés depuis de 1960 à 2016. En tout cas, il y a eu des avancées timides pendant cette période, mais depuis 2016, nous avons commencé à aller
très très vite dans certains domaines. Je vais vous dire par exemple quelque chose de tout naturel auquel on ne pense pas. Aujourd'hui, nous produisons la moitié de notre besoin de consommation en électricité, alors que de 1960 à 2016, nous n'étions pas capables de produire nous-mêmes sur notre territoire 0 mégawatt à consommer, à utiliser pour nos propres besoins. Et donc, depuis 2018, nous avons réhabilité la centrale de Maria Gleta qui désormais fournit la moitié de nos besoins en énergie électrique, environ 180 mégawatts. C'est une avancée majeure. En termes d'infrastructure, vous allez voir aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que toutes les communes du Bénin soient reliées, c'est-à-dire qu'on puisse aller d'une commune à une autre avec une certaine fluidité. Et vous avez vu les grands travaux de route qu'il y a dans les 77 communes partout au Bénin, du nord au sud. Nous avons aujourd'hui des marchés, nous avons construit des marchés qui sont à la hauteur des ambitions du président Patrice Talon pour le Bénin et à la hauteur de l'amour, du regard qu'il porte sur notre pays. Nous avons des marchés magnifiques. Nous sommes en train de bâtir un pôle touristique au Bénin, en train de réhabiliter nos zones à impact, à intérêt touristique majeur, telles que Ouida, Porto Novo, etc. Le parc Pandjari a connu d'énormes investissements pour faire revenir les animaux et voilà, c'est quand même ça appartient à notre fleuron, au fleuron du Bénin aujourd'hui. Il y a tellement de domaines dans lesquels il y a des avancées que je ne pourrais pas tout vous dire. En termes de fourniture d'eau, nous sommes en train d'avancer. Aujourd'hui, nous donnons plus de 70% de nos compatriotes ont de l'eau potable. Pour la première fois de l'histoire du Bénin, nous donnons à manger à 1 300 000 enfants. Dans 75% de nos écoles sont couvertes par la cantine scolaire. Donc nous donnons à un enfant par jour un repas chaud. C'est une preuve de solidarité extraordinaire. Donc en termes d'avancée, je ne pourrais pas tout dire. Nous avons fait un bond dans tellement de domaines qu'aujourd'hui le Bénin est le premier pays producteur de coton, par exemple. Nous sommes le premier en termes de transparence dans la gestion des finances publiques. Nous sommes reconnus partout, on nous appelle partout, on parle et que le Bénin lève la main pour donner son opinion, on nous écoute. Donc en termes d'avancée, vraiment, et puis nous avons atteint un taux de développement économique qui est un pourcentage de développement qui est très élevé. Nous sommes à 6% par an à peu près. Nous était la période de la Covid, nous serions un peu plus loin. En termes d'emploi aujourd'hui, nous avons aujourd'hui une zone industrielle qui nous permet de produire, de transformer nos matières premières. Nous y transformons du coton, le coton béninois, et qui aujourd'hui est transformé en vêtements et est vendu dans les grandes enseignes occidentales. Donc les Béninois peuvent être fiers d'eux. Depuis 2016, nous avons fait des avancées majeures. Chaque Béninois en est conscient et je tiens à féliciter le peuple béninois, à dire combien je suis fière d'être béninoise parce que en termes d'efforts aujourd'hui dans la sous-région, nous sommes les premiers. En termes de résultats obtenus à la hauteur des efforts que nous fournissons, nous sommes les premiers dans bien de domaines. Lorsqu'on parle de transparence dans la gestion des finances publiques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que l'argent que nous récoltons, que nos taxes, l'argent de notre trésor public qui est constitué de nos taxes principalement est très bien géré et nous voyons ce que ça donne, nous voyons ce que ça produit. Donc il faut être très fiers. Je suis très fière d'être béninoise. Aujourd'hui nous avons 64 ans, c'est l'âge de la sagesse. Nous sommes de plus en plus sages, nous sommes sages. Le système éducatif béninois est l'un des meilleurs dans la sous-région africaine. Et les Béninois ont du talent et le gouvernement investit énormément pour que l'éducation soit une éducation de qualité. Je n'en veux pour preuve que les multiples réformes qui sont intervenues, toujours dans le souci d'encadrer, de recadrer le système éducatif, afin que les Béninois
et il y a la meilleure formation qu'il faut pour l'épanouissement des hommes que nous sommes et surtout pour la construction de notre nation. Parce que vous savez que rien de beau et de grand ne se fait sans l'éducation. C'est le meilleur investissement dans l'enfant. Éduquer chaque enfant qu'on enseigne, comme l'a dit Victor Hugo, est un homme qu'on gagne. Et le système, c'est vrai, aujourd'hui, les gens disent que les choses ne vont pas. Et je me pose la question de savoir si, est-ce qu'on sait que le taux de scolarisation a avancé? C'est oui. Aujourd'hui, au Bénin, il y a plus de filles qui vont à l'école. Les frontières de l'ignorance sont de jour en jour reculées. Donc, nous sommes l'un des pays en Afrique les plus scolarisés. Bon, vous savez que les ressources financières, et nous sommes un pays pauvre, à assiette fiscale, les ambitions du gouvernement ne sont pas toujours atteintes par rapport à la formation des enseignants. Parce qu'il y a le besoin en enseignants qui est énorme à cause de l'effectif des apprenants. Et ça a besoin d'infrastructures, l'école. On fait l'école dans des salles de classe, dans un environnement sain. Et cela permet de sécuriser l'apprenant pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. Je crois que nous allons fêter le 64e anniversaire. C'est une bonne chose. C'est un moment de joie, mais ça doit être un moment aussi de réflexion où nos dirigeants, nos politiciens doivent s'arrêter pour faire des bilans par secteur pour pouvoir donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, et surtout donner à l'école béninoise les moyens qu'il faut pour son épanouissement, pour son éclosion. Parce que tous les cadres de tous les secteurs passent obligatoirement par l'école. Si l'école est malade, on va fournir des cadres malades. Le Bénin ne sera pas construit. Et comme le dit l'hymne national, l'enfant du Bénin doit être debout. Debout. Oui, debout pour que véritablement nos couleurs nationales qui symbolisent des choses très importantes, le rouge est le symbole du courage, le jaune c'est la couleur dorée de la prospérité, de nos richesses, et le vert aussi renforce la verdure, l'agriculture, notre capacité à produire, et Dieu sait qu'on en a. On a de très grands produits agricoles qui peuvent booster les finances de notre pays. Donc, l'hymne national est quelque chose qu'on doit connaître par cœur et boire ses paroles pour pouvoir aider au développement de notre nation. Je dis bonne fête à toute la nation béninoise. Aujourd'hui, il y a eu une évolution à la faveur de mesures temporaires spéciales prises à la suite de la modification de la Constitution. On a quand même effectué un bond. C'est sûr, il reste à dire, mais il n'y a pas de quoi rougir, il n'y a pas de quoi se sentir honteux face au progrès que nous observons, parce que nous venons quand même de loin. Nous venons d'une période où beaucoup de choses étaient tabous et aujourd'hui on en parle ouvertement. Nous venons d'une période où les femmes ont lutté entre elles, alors qu'aujourd'hui nous avons beaucoup d'hommes qui sont nos alliés. On n'a que des raisons de se dire qu'on avance. Je dirais que 64 ans, c'est un bel âge. C'est vraiment l'âge de la maturation totale et de la capacité qu'on a à accompagner les autres. Je dirais que, premièrement,
nous devons reconnaître notre passé, ne pas en avoir honte, et même cultiver notre passé. Aujourd'hui, Dieu merci, notre histoire est en train d'être révélée, et en même temps, je prends par exemple le rôle, parce que vous savez que j'ai du mal à ne pas parler des femmes, l'invisibilisation des femmes est en train de connaître une fin. Le rôle des femmes dans notre histoire aussi est en train d'être visibilisé et est mis à la lumière. Les Amazones ont été sublimées. La reine Rangwe est en passe de rentrer aussi dans la liste de nos rois et de pouvoir bénéficier de la même reconnaissance que les rois du sexe masculin. Nous avançons. Nous avons un pays formidable. Nous avons un pays qui a une vice-présidente de la République. C'est un choix qui a été fait. Nous avons avancé. Nous avons un pays dans lequel les droits des femmes et la place des femmes est en train d'être reconnus de plus en plus, où des efforts sont faits. On a pris une mesure spéciale temporaire pour qu'il y ait plus de femmes au Parlement. On a pris une mesure qui a permis d'avoir des secrétaires exécutives dans les mairies, et ainsi de suite. On a des femmes qui occupent maintenant des postes à la tête d'entreprises, de sociétés de l'État. Je crois qu'on fait quand même un bon chemin. Et que il faut se féliciter de cela, garder en conscience le fait que ce dont nous parlons, c'est pas l'affaire des femmes, mais c'est l'affaire de notre nation. C'est ça qui peut nous permettre d'atteindre un développement inclusif, durable, compétitif, parce que notre économie doit être une économie compétitive. Et c'est ça qui va aussi faire que le monde va nous connaître. Le monde va voir que il y a pas que en Europe qu'il y a des exemples de sociétés qui se sont développées parce qu'on a intégré les femmes, parce qu'on a défendu les droits des femmes et qu'on leur a permis de s'exprimer dans les efforts nationaux pour se développer. On n'aura plus besoin d'études américaines et autres pour démontrer cela, mais on va avoir des exemples vivants comme au Bénin où on dira, vous avez vu l'évolution depuis que les femmes sont plus libres, qu'elles ont la parole, qu'elles sont impliquées dans l'entrepreneuriat, dans la vie politique, dans la vie publique, dans le commerce, etc., dans la prise de décision. Vous voyez comment le Bénin est en train d'être développé. Moi, je rêve de ce moment-là où on n'aura plus besoin de références ailleurs, mais où on aura du vécu ici et maintenant. Bonne fête à tous les Béninois. Bonne fête de l'indépendance. La célébration de la fête de l'indépendance à l'aide du président Patrice Talon, c'est bon, je lui tiens chapeau parce que j'ai vu que c'est au top. Si on parle de l'organisation matérielle et logistique, c'est au top. Ce 64e anniversaire du Bénin à la souveraineté nationale et internationale sur les talons. Et je pense que c'est son avant-dernier 1er août en tant que chef d'État en exercice ou son second quinquennat. Et je pense que sur des innovations, on le voit faire des efforts. Est-ce que vous voyez? On fait des efforts. Mais vous savez, comparativement au régime précédent, il y avait une rotation le 1er août. Mais lui, il n'avait pas le programme dès qu'il est arrivé. Parce qu'au moment où il est arrivé, il dit non, avec 5 ans, on pouvait faire le job. Donc ça veut dire que même si on prenait les anciens chefs-lieux, c'était 6. Je pense que, il faut le dire, il faut avoir le courage de dire que il est bien vrai. L'organisation aujourd'hui, vraiment, s'il faut apprécier cela, je pense qu'au temps du régime du président Talon, ça coûte trop cher pour le pays. Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher parce que il est bien vrai qu'un défilé d'une heure de temps, il faut dépenser des millions avant d'organiser cela, alors que le bas peuple est là, il n'arrive même pas à manger. Il est bien vrai, vous allez partir là où on fait la fête, c'est beau, c'est joli, mais je suis d'accord, c'est beau, c'est joli, mais quand même,
Cela coûte combien à l'État? C'est l'année passée seul que nous on a vu le nouveau chef d'État du Nigeria, Bola Tinubu, est arrivé avec une forte délégation des gouverneurs. Et donc, mais sinon, les autres années, non, on n'avait pas invité personne. Mais cette année, aucun chef d'État n'est annoncé. Et encore, bon, on a constaté que bon, il n'y a plus de défilé civil. Bon, mais après ça, il y a toujours des sketchs. On fait des sketchs. Bon, je pense que c'est super. Il a aussi innové. Parce que compte tenu du temps, quoi. C'est comme ça, lui, il a fait ces trucs. C'est pas mal quand même. Si c'est le défilé, c'est pas mal. Ils font des efforts. Je pense que la célébration à l'aise du président Yahi Boni a voulu être plus un démocrate. Quand on parle de la fête de l'indépendance, c'est le peuple d'abord. Et il faut décentraliser la fête vers le peuple. Ce que le président Yahi Boni a l'habitude de faire en son temps. Moi, j'ai eu le temps, en ton temps, j'ai eu la chance d'assister à la fête de Lokossa. C'était beau et c'était bien. Les Béninois de Lokossa aussi, en ce temps, se sont vivrés à la fête. Mais aujourd'hui, c'est concentré quelque part à côté. Et c'est encore cher. Malgré que l'autre avait décentralisé, c'est moins cher. Aujourd'hui, on a concentré ça et c'est encore cher. Donc, c'est le trésor public qui va supporter tous ces coûts-là. C'est l'argent public. Il n'a qu'à continuer. Et même les autres où lui-même il n'est pas présent, c'est les préfets. Il n'a qu'à aussi donner les moyens ou embellir aussi la ville. Même s'il y a, comment ça s'appelle, un projet de asphaltage, s'il veut, il peut faire. Il peut beaucoup mieux faire, sincèrement. Au vu de ce que j'ai vu sur les plans infrastructures, il pourrait encore faire beaucoup mieux. On a qu'à désormais essayer de réorganiser aujourd'hui les choses pour que les Béninois de Nati, les Béninois de Djougou aussi veulent vivre la fête comme c'est pas dans la télé, qui vont suivre ça à chaque fois. Donc on a qu'à essayer de décentraliser cela aussi, comme on le faisait le président Yahi Boni. C'est ça une bonne chose.